Salut, aujourd'hui on va voir comment j'ai j'ai monté un petit NAS maison avec un vieux PC de récup et des vieux disques durs de récup aussi. Donc un NAS c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un serveur de fichiers, c'est-à-dire que c'est des disques durs qui sont branchés quelque part sur le réseau via soit un ordinateur, soit un boîtier spécial. Donc les usages du NAS sont vraiment variés, on peut faire beaucoup de choses avec. La version simple, c'est d'utiliser ça vraiment comme un disque réseau, un peu comme un disque externe que vous avez en USB. Mais c'est beaucoup plus programmable, on va dire. On peut faire beaucoup de choses. On peut l'utiliser comme serveur pour la vidéo. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec. Moi, je l'utilise de manière relativement simple. C'est surtout, par exemple, pour la musique. J'ai ma musique là-dessus et je peux l'écouter du coup depuis tous les ordinateurs de la maison, depuis une tablette ou depuis un téléphone. Ça me permet aussi de faire des sauvegardes. On va voir un peu le point de vue sécurité quand on abordera le RAID. Et c'est pratique aussi quand on a de différents PC. Par exemple, moi j'ai des PC sous Linux et d'autres sous Windows. Ceux qui ont déjà essayé savent que partager des fichiers entre les deux c'est souvent un peu galère. Donc avec le NAS, l'avantage c'est que les fichiers qu'on souhaite partager sont là-dessus et tout le monde y accède, tout le monde ou pas tout le monde y accède. Et c'est assez pratique à ce niveau-là. Donc le NAS, on peut soit le mettre comme je l'ai fait sur un PC, soit on peut acheter des trucs tout faits. Donc là je suis sur le site matériel.net, j'ai aucune action chez eux, c'est juste pour regarder un peu les tarifs. Donc vous voyez alors ça part aux alentours de 100 €, c'est sans les disques généralement. Là-dedans on peut mettre un disque dur, si vous voulez en mettre plusieurs, là par exemple 5 baies, donc pour mettre 5 disques, c'est 500 € en gros. Alors après il y a des différents tarifs selon les fonctionnalités offertes aussi, mais au niveau tarif ça pique un peu. L'argument qui est donné par les utilisateurs de NAS comme ceci, c'est qu'il y a une gestion d'énergie qui est un peu meilleure que celle d'un PC. En gros ça consomme moins. Après un PC qui tourne 24/24 toute l'année, je crois que j'avais lu que ça représente à peu près 70 €. Vous voyez que là il faudrait 10 ans pour arriver à ce tarif là. Je pense pas que ce boîtier sera encore là dans 10 ans. Pourquoi pas, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Sachant que moi le NAS est éteint à peu près la moitié de la journée, enfin de la nuit plus précisément, je le coupe le soir et il se rallume le matin. Et donc voilà, ça va coûter une trentaine d'euros par an. Et donc je pense que ça peut être rentable aussi, c'est à voir selon les usages. Donc une fois qu'on a son PC et qu'on a ses disques, il faut installer un système d'exploitation. Donc typiquement il en existe deux très connus. Le plus connu de tous c'est FreeNAS. Qui a, je crois que c'est le plus gros nombre d'utilisateurs, sachant qu'aujourd'hui il est un peu moins en odeur de sainteté parce que ce n'est plus de l'open source, c'est devenu une entreprise. Et vous voyez là je suis sur leur site, ils vendent des NAS physiques. Mais le logiciel continue à être gratuit, donc il est possible d'utiliser. Moi je ne l'ai pas utilisé parce que c'est un logiciel qui demande pas mal de RAM. Donc comme j'avais qu'une seule barrette de dispo en stock, j'ai laissé tomber celui-ci et je suis passé sur OpenMediaVault qui a l'avantage d'être beaucoup plus léger, beaucoup moins gourmand en RAM et qui offre des fonctionnalités assez similaires. Et puis il a le gros avantage d'être en open source. Donc voilà, si on veut défendre un peu l'open source, c'est sympa. Donc une fois qu'on installe, alors pour installer ça, je vais pas vous faire une vidéo complète sur l'installation, je vais vous mettre plein de liens sur mon blog, allez voir mon blog de tout ce que je vais aborder, je mettrai les liens sur le blog, avec l'adresse en bas dans la description de la vidéo. Pour l'installer, typiquement, on télécharge le fichier, on crée une clé USB bootable avec un logiciel qui va bien, on l'installe sur le PC qui servira de NAS, et voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on aura à faire sur ce PC. Sachant aussi un conseil, mais on va y revenir, je vous conseille de tout installer sans les disques durs, donc vous mettez juste le disque système qui ne servira qu'au système, et après au fur et à mesure vous mettrez vos disques de stockage, mais on en reparlera. Ce que je vous propose, c'est que là on va aller voir, je vais vous montrer le PC du point de vue physique, et puis on reviendra sur cet écran pour voir un peu les réglages d'OpenMediaVault. Donc d'un point de vue physique, le NAS c'est ça, donc un vieux PC HP qui part à la poubelle et que j'ai récupéré. J'ai mis les disques ici,
Donc le boîtier du PC était pas assez grand, donc j'ai bricolé un peu avec des vieilles pièces de mon mécano de mon enfance. L'idée c'était d'écarter un peu les disques les uns des autres pour pas qu'ils chauffent trop. Et un cinquième disque est caché sous la lime, là on le verra pas. C'est un petit disque SSD sur lequel j'ai mis le système. J'ai rajouté un ventilo là pour refroidir les disques. Le seul investissement hyper lourd d'une dizaine d'euros, c'est ici. C'est une carte qui me permettait de rajouter un port SATA parce que j'en avais que 4. Et comme j'ai 5 disques, ben il me fallait un port en plus. Donc là je suis sur le BIOS, je voulais juste vous montrer un truc sur le BIOS. Donc on peut regarder déjà les informations système, comme vous pouvez voir c'est vraiment pas une bête de course. Mais ça suffit vraiment amplement, hein. Ça tourne très bien comme ça. Et dans avancé, démarrage par le BIOS, alors tous les BIOS n'ont pas ça, lui là c'est pratique. C'est ce qui me permet d'allumer le PC en fait. Comme vous verrez que par logiciel je l'éteins tous les soirs, ben là je lui demande de se rallumer tous les matins à 10h. Parce que le reste du temps ça sert à rien qu'il tourne pour rien. L'autre chose à voir donc c'est que là j'ai un clavier et un écran. Là dans sa place habituelle, il y a juste l'unité centrale, le reste ne sert à rien. Par contre je vais quitter pour vous montrer. Donc là il va redémarrer et se lancer tout seul. Il y a un truc à bien mémoriser, c'est les petits bips, parce qu'il fait un bip particulier quand ça marche et un bip particulier quand ça marche pas. Ce qui vous permet quand vous n'avez pas d'écran de savoir s'il s'est lancé, si le problème vient du fait qu'il ne s'est pas lancé. Donc vous voyez là, il est en train de se lancer. Il va charger le noyau Linux. Voilà, il lance tous les services. Voilà, vous avez entendu le petit bili bip, c'est pour dire que tout va bien. Donc même si vous n'avez pas d'écran, vous savez que c'est bien chargé. S'il fait un gros bip, c'est qu'il y a un problème. Notamment, moi ça m'arrive si je coupe l'alimentation vraiment physiquement, par exemple c'est une coupure de courant un peu longue, des fois il a un peu du mal à reconnaître les disques et il me met un message d'erreur. Enfin, et dans ce cas-là, je sais que j'ai juste à brancher un clavier, appuyer sur F2 et ça tourne. Voilà, retour sur écran. Donc pour que les choses soient bien claires, on est sur un écran, enfin sur un ordi n'importe lequel du réseau, on n'est plus sur le NAS. Une fois que le NAS est installé, vous n'avez plus besoin d'y accéder. Moi je le mets à la cave sans écran ni clavier, normalement tout se règle à distance. Donc on tape ici l'adresse IP qui est attribuée au NAS. Donc au départ il va falloir vérifier soit directement en ligne de commande, soit sur votre box quelle est l'IP qui lui a été attribuée, et après vous pourrez lui en mettre une fixe histoire d'avoir toujours la même et de la connaître. Quand on rentre là, voilà, sur n'importe quel navigateur internet, on arrive sur cette interface où on peut régler la langue, mettre le nom de l'utilisateur, donc c'est admin par défaut, et le mot de passe. Par défaut, il me semble que c'est OpenMediaVault à vérifier, et après vous changez, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, on se connecte. Et nous voilà connectés à l'interface d'utilisation du NAS. Donc je vais, comme une fois de plus, je vais pas vous faire toute l'historique de l'installation. Je vous donne tous les liens qu'il faut sur mon blog, histoire que vous puissiez voir des gens plus compétents que moi vous expliquer tout ça. Je vais juste aller un peu sur les points sur lesquels j'ai galéré, parce que je me dis que si j'ai galéré, ça peut servir à d'autres. Donc ici vous avez tous vos onglets. Première chose à voir, donc dans les paramètres généraux, donc pareil, tout ça vous verrez comment, si ça vous intéresse, comment le configurer. Sécurité administrateur, là vous mettez votre mot de passe qui permettra d'accéder à cette administration, donc, cette page d'administration. Premier petit détail dans réseau. Alors là vous mettez le nom que vous voulez donner à votre NAS. Et c'est dans l'interface, donc là vous créerez, donc c'est vraiment tous les paramètres de connexion, ça vous devrez le créer, et je vais juste vous montrer en faisant modifier. Donc on fonctionne en IPv4, là vous mettez l'adresse que vous souhaitez pour le NAS. Là vous mettez le masque de sous-réseau, généralement c'est toujours 255.255.255.0. La passerelle c'est l'adresse IP de votre box, donc ça peut varier. L'IPv6 vous y touchez pas, c'est pas nécessaire.
Par contre, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Dans paramètres avancés, il y a serveur DNS. Un serveur DNS, c'est ce qui permet d'aller chercher une adresse internet. Il faut absolument mettre une adresse. Sinon, vous n'arriverez pas à télécharger les plugins. Donc, par défaut, moi j'ai mis l'adresse du DNS du Google, 8.8.8.8, elle est facile à retenir. Mais vous pouvez mettre n'importe quel serveur DNS, celui de votre fournisseur internet, n'importe quoi. Pardon. Et dernière chose, là vous voyez, vous avez réveil réseau, wall. Ça permet d'allumer le NAS même s'il est à distance, soit via un ordinateur, soit via une tablette ou un smartphone. Ça peut être pratique, surtout si comme moi vous programmez une extinction à une certaine heure, si jamais vous en avez encore besoin ou de nouveaux besoins, vous pouvez l'allumer à distance. Voilà, c'était juste donc vraiment le DNS qu'il ne faut pas oublier de faire. Après, dans gestion de l'énergie, là je vais vous montrer, donc c'est dans tâches planifiées. On peut planifier des choses. Donc moi, ce que j'ai planifié, c'est un arrêt. Donc je vais vous montrer en cliquant sur modifier. Voilà, donc vous voyez, il faut activer. Type, moi c'est un arrêt. On peut mettre aussi en stand-by ou on peut lui demander de redémarrer tous les jours si on veut. Je sais pas, qui se redémarre. Après là, vous avez plusieurs types. Donc une fois par heure quotidiennement, hebdomadairement, une fois par mois. Donc moi j'ai mis exactement parce que c'est à une certaine heure. Donc à 0h45 tous les jours, il s'éteint. Après, on peut s'y mettre ça par jour de la semaine. Enfin, on peut vraiment régler ça de manière fine. Sachant qu'on peut l'éteindre, mais pas l'allumer. Évidemment, une fois qu'il est éteint, le logiciel ne peut pas prendre la main sur l'ordinateur pour l'allumer. Donc, je programme l'extinction ici. Et comme je vous avais montré avant, l'allumage est programmé dans le BIOS. Et sinon, je l'allume via l'allumage à distance, le wall. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Les plugins, on va pas en faire plein plat. C'est assez compliqué de... Enfin, c'est pas très instinctif pour télécharger. Au départ, il y en a 3 ou 4 de fournis. Pour avoir les autres, il y a tout un pataquès à faire. Il faut télécharger un fichier, le charger ici. Après, ça va vous créer un nouveau menu. Je vous mets un lien pareil sur mon blog si ça vous intéresse, où c'est très bien expliqué. Un truc aussi à savoir que j'ai mis un peu de temps à comprendre, c'est que les plugins prennent pas mal de mémoire. Donc moins il y en a, mieux c'est quelque part. Au départ j'avais un peu tout coché pour tester et je me suis rendu compte que ça s'est mis à ramer énormément. Donc à utiliser avec parcimonie, bien se renseigner sur ce dont on a besoin et activer ce qui est nécessaire. Ok, donc on va passer maintenant vraiment au gros du problème, à savoir les disques, parce que après tout un NAS c'est des disques. Donc tout ça, ça se passe dans stockage ici. Vous voyez la première icône, là c'est les disques. Donc si on clique dessus, on voit physiquement tous les disques installés qui sont là. Donc moi j'en ai 5. Le premier, celui-là, le verbatim, c'est celui sur lequel il y a le système. Donc celui qui a le système ne peut rien accueillir d'autre. Donc autant prendre un petit disque, un disque rapide. Et les autres, c'est les disques qui me servent à stocker les fichiers. Alors ce que je vous conseille vraiment, parce que pareil j'ai un peu galéré, installez tout avec juste celui-là branché, et au fur et à mesure branchez vos disques et installez-les au fur et à mesure que vous les branchez. On va commencer par ces deux-là parce que c'est un cas un peu typique. Donc ces deux-là, je les ai mis en RAID. Donc pareil, allez voir la page Wikipédia ou n'importe quelle autre page sur le RAID, je vous mettrai des liens. Le RAID, c'est une manière de gérer les disques durs. Celui que j'ai utilisé, qui me semble, qui est bien quand on a des petits disques mais qu'on veut de la sécurité, c'est un disque miroir, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit sur l'un est écrit pareil sur l'autre. C'est vraiment en parallèle, et donc si un disque tombe en carafe, l'autre a toujours toutes les informations dessus. Il y a plein d'autres types de RAID selon ce qu'on veut faire. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Les deux autres disques, le Toshiba et le WDC, là, c'est donc les disques que j'utilise pour stocker mes fichiers. Vous voyez que c'est des disques de petite capacité parce que c'est de la récup, mais au final, là-dessus, je ne mets quasiment que de la bureautique. Je sauve nos fichiers de travail, donc il n'y a pas de souci. Et sur les gros, je viens mettre les films ou la musique. Ça, à la rigueur, si je le perds, c'est pas dramatique. Là, comme c'est en RAID 0, c'est bien protégé. À propos du RAID 0, on va tout de suite passer dans la gestion du RAID. Donc vous voyez là, mon RAID est créé avec 2 disques. Je ne sais pas si je peux... si je clique sur le détail, non, ça va être un peu technique. Mais toujours est-il que bon, quand vous créez votre RAID, là pareil, tout est bien expliqué dans ce que j'ai mis sur le blog.
Vous choisissez votre type de RAID, vous choisissez les disques, alors il peut y en avoir 2, 4, 6, 8, c'est comme vous voulez. Et vous créez un nouveau RAID. Quoi qu'il arrive, il faut partir de zéro parce que sinon Linux n'aime pas. Linux a besoin de repartir propre. Pas question d'utiliser un système de fichiers qui a été créé ailleurs. Que dire d'autre sur le RAID? Je vais revenir dans les disques. Alors moi je suis un mauvais exemple parce que vous voyez que les deux disques qui sont en RAID sont les mêmes, hein, c'est la même marque, le même modèle. En matière de sécurité informatique et contrairement aux légendes urbaines qui courent, on conseille de ne pas faire ça, c'est-à-dire de mettre deux disques différents pour une raison très simple, c'est ce qu'on appelle la loi des séries. Si vous achetez deux disques identiques qui ont été créés au même moment dans la même usine, s'il y en a un qui lâche, il y a de fortes probabilités que l'autre ait le même type de faiblesse et lâche au même moment. Donc on conseille généralement de panacher les disques durs. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Par contre dans le cadre d'un RAID 0, donc comme moi en miroir, ce qui est bien c'est d'avoir la même capacité. Puisque de toute façon il va remplir donc le plus petit des deux. Et comme c'est exactement la même chose qui est sur les deux, ben, la place restante sur le disque de secours on va dire, ben, ne sera pas utilisée. On arrive dans le système de fichiers. Donc là c'est, pour ceux qui connaissent Linux, c'est le principe de monter, démonter un disque. Donc là on se rend compte que j'en ai plus que 4 pour une raison bien simple, c'est que vous voyez le RAID il est considéré comme un seul disque. Et voilà, les autres sont là, donc vous voyez ce qui est utilisé, là le RAID est déjà bien, à moitié plein. Voilà, rien d'autre à en dire. Donc au départ si pareil, il faut tout effacer, donc s'il y a déjà des choses, supprimez tout. Vous cochez, vous supprimez, vous démontez et vous repartez à zéro parce que une fois de plus Linux a besoin d'avoir créé lui-même ses disques, sinon il ne s'autorise pas à y toucher. Donc j'ai un peu galéré avec ça aussi en faisant plusieurs installs. On repart à zéro, on efface tout, on démonte tout et on monte proprement les uns après les autres. Donc je sais pas si je pourrais vous montrer, donc en faisant créer. Là il va rien me proposer je suppose parce qu'il n'y a plus rien de disponible, mais s'il y avait un disque disponible non monté, il me proposerait là, on met un nom. Et on le laisse en X4, c'est le format de fiche de disque de Linux. Et ça roule tout seul. Une fois qu'il est créé, on le monte et le disque apparaît et il est utilisable. Donc maintenant que nos disques sont créés, on va rentrer dans le vif du sujet avec la création de dossiers et la création d'utilisateurs. Donc tout ça se passe en gestion des droits d'accès. C'est là vraiment on va voir la force d'Anas. Donc ce qu'on va faire c'est créer des utilisateurs, pour avoir des groupes d'utilisateurs s'il y a vraiment besoin pour faire des opérations groupées on va dire. Donc là par exemple vous avez les utilisateurs qui sont créés sur ce NAS là, on peut en faire autant qu'on veut. Chaque utilisateur aura des permissions, ce qu'ils appellent ici des privilèges. C'est-à-dire que pour tous les dossiers qu'on va créer par la suite, on dira si un utilisateur a le droit d'y accéder, s'il a le droit d'y accéder et d'y écrire ou d'y effacer ou ce genre de choses, ou s'il n'a pas le droit d'y accéder du tout. Donc ça peut être bien pratique même dans un cadre familial, dans le sens où par exemple, dans mon cas, j'ai mon dossier, on verra après, j'ai un dossier musique, j'ai autorisé les enfants à écouter la musique, mais ils ne peuvent pas toucher au fichier, ils ne peuvent pas par exemple effacer par mégarde un album ou un morceau auquel je tenais. Il y a des dossiers, mes dossiers de travail, les enfants n'y ont pas accès, ils n'ont pas besoin d'avoir accès, et ça évite les soucis. Donc on peut vraiment régler pour chacun ce qu'il a le droit de faire. Alors bon, on va pas revenir sur toutes les possibilités, il y en a vraiment énormément. Je vais juste vous montrer comment créer un utilisateur rapidement, c'est vraiment très simple. On peut ajouter, tac, on lui donne un nom, appelons-le notre cher Toto. On peut mettre un commentaire si on en a besoin, une adresse mail, ça permet de lui envoyer des informations, mais c'est pas nécessaire. Par contre, il lui faut absolument un mot de passe. Donc Toto, il a comme mot de passe Toto, voilà. Le reste, on ne touche pas, on enregistre. Et là, je vais vous montrer un petit détail aussi qui est un peu embêtant avec OpenMediaVo. Vous voyez, il y a une barre jaune qui apparaît et il faut faire appliquer. À chaque fois qu'on fait une modification, ça apparaît et elle apparaît toujours avec un peu de latence. Donc il faut l'attendre et faire appliquer, sinon ce qu'on a fait ne sert à rien. Donc là, vous voyez que l'utilisateur Toto existe. Donc on verra après ce qu'on peut l'autoriser à faire.
La deuxième chose, alors les groupes, c'est, on peut dire le groupe enfant, on peut dire le groupe, c'est surtout utile en entreprise, en famille, c'est un peu moins, ça permet de noter des autorisations en une seule fois, sans passer par tous les utilisateurs. Mais quand on a 5 ou 6 utilisateurs comme moi, c'est pas très utile. Une fois qu'on a créé nos utilisateurs, on va créer des dossiers. Donc, voilà, il y a ceux que j'ai déjà créés. On va en faire un aussi pour test, donc toujours pareil, ajouter. On donne un nom à ce dossier, on va l'appeler, je sais pas, test. Voilà. On dit sur quel disque on le veut, donc là il propose les disques disponibles. Donc vous voyez qu'il n'y en a que 3 parce que le disque, les deux en RAID, ça n'apparaît comme un, et celui système n'est pas utilisable. Donc on va pas utiliser celui-ci, média. On lui donne un chemin d'accès, donc par défaut ça va être le même nom, mais on peut le mettre dans un sous-dossier, on peut faire beaucoup de choses. Ça pour le moment on touche pas, on enregistre, et voilà, notre dossier test existe. Une fois de plus, on applique sur la barre jaune, sinon ça ne sert à rien. Vous voyez vraiment la latence, ce qui fait que souvent on oublie, et puis si on fait plusieurs actions, en fait, après, ça c'est pas pris en compte. Donc vraiment attendre la barre jaune et valider. Une fois que le dossier est créé, on va donc donner des autorisations. Donc il y a deux manières, il y a ACL et privilèges qui sont à peu près, qui donnent les mêmes choses. ACL est beaucoup plus complet, on va se contenter de privilèges, c'est largement suffisant. Donc là vous voyez qu'on a nos utilisateurs, donc on parle bien d'un dossier. Hein. Là on est bien sur le dossier test. Et on va dire que ce dossier appartient à Toto qu'on vient de créer. Donc Toto il est ici, donc lui il a accès en lecture et écriture. Après les autres utilisateurs, c'est comme on veut. On peut dire que donc Toto lui peut faire ce qu'il veut sur ce dossier. On peut dire que Bruno ne peut juste accéder en lecture, donc il pourra lire les fichiers mais pas les modifier ni écrire. Et on peut dire que les autres n'y ont pas accès. D'ailleurs, je crois que c'est même pas la peine de le cocher. Par défaut, si on ne le coche pas, c'est pas d'accès. Donc voilà, ce dossier-là sera utilisable en lecture et écriture par Toto, utilisable uniquement en lecture par Bruno, et tous les autres n'y auront pas accès. On fait enregistrer et c'est fait. Voilà, donc là vous voyez un peu la force du truc, ça permet vraiment d'organiser bien ses sauvegardes et ses fichiers pour savoir qui peut toucher, qui ne peut pas toucher, qui peut juste lire. C'est vraiment le côté hyper pratique du truc. Voilà, on a notre dossier qui est créé, on a nos autorisations qui sont créées. Là vous voyez juste, il y a un petit détail qui marque par rapport aux autres, c'est que référencé, il y a marqué non. Pourquoi? Parce que ce dossier pour l'instant, il existe, mais on n'a pas encore dit comment on veut le partager. Donc pour le partager, et selon ce qu'on veut faire, il y a ce qu'on appelle les services. Donc il y en a deux qui vont nous intéresser particulièrement, le SMB, qui est ici, ou Samba pour ceux qui connaissent, et le FTP. Le SMB, c'est ce qu'on va utiliser dans le dossier, dans le cadre du réseau domestique, donc à la maison. Donc on va aller voir. Pour tout ce qui est réglage, pareil, je vous laisse aller voir sur mon blog, je mettrai des liens. Ce qui va nous intéresser, c'est les partages. Donc là, on a tous nos dossiers qui sont partagés en SMB, donc qui seront visibles par tous les ordinateurs du réseau. Donc, vous voyez que le nôtre, là, n'y est pas, notre dossier test, donc on va simplement faire ajouter. On va aller le chercher ici, donc il va nous le proposer, il est là, on teste sur le disque média. On peut rajouter un commentaire, on peut le rendre public, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas connecté, est-ce qu'il peut le voir ou pas, s'il n'a pas de mot de passe. Ça peut avoir une certaine praticité. Le reste, s'il y a ça qui est intéressant, si on peut mettre ou pas une poubelle. Donc ça prend de la place sur le disque, mais on peut en mettre une et on peut mettre le nombre d'octets qu'elle fera, selon ce qu'on veut. Bon là je vais pas en mettre une. On enregistre. On attend la barre jaune, donc vous voyez là elle est un peu longue. Ok. Et donc maintenant notre dossier existe. Donc si on retourne voir dans les dossiers partagés, on va voir que maintenant il est référencé, c'est-à-dire qu'il est accessible par tous les ordinateurs de la maison. Enfin, ceux qu'on a tous les ordinateurs peuvent y accéder, mais il faut avoir le mot de passe. On peut aussi partager en FTP, donc en FTP, les plus anciens d'Internet connaissent certainement, c'est un moyen de s'envoyer des fichiers à travers Internet. Donc on peut servir du NAS comme d'un serveur FTP. Le principe est exactement le même. On va dans partage, donc pour les réglages, idem, je vous laisse aller voir les autres vidéos que j'aurais mis. Vous faites ajouter dans les partages, vous sélectionnez votre dossier, c'était le dossier test, et vous l'enregistrez. Voilà, il va vous mettre la barre jaune. Voilà, on applique. Donc là, à travers Internet, on peut venir accéder à ce dossier et mettre des fichiers en utilisant exactement le même login et même mot de passe
que ce qu'on a rentré dans les utilisateurs. C'est-à-dire que si Toto veut se connecter, il utilise un logiciel FTP ou un navigateur, et il utilise Toto comme login et Toto comme mot de passe. Petit détail quand même, si vous avez comme moi une IP variable, c'est-à-dire que votre opérateur téléphone, enfin internet, ne vous a pas donné une IP fixe, celle-ci change dès que vous redémarrez la box généralement, voire des fois même plus régulièrement. Donc pour savoir où se connecter, alors soit vous mémorisez votre IP à chaque fois qu'elle change, ce qui est un peu compliqué, sinon vous utilisez un service comme celui-ci, voilà, nos IP, qui va vous permettre de trouver un nom, donc vous mettez n'importe quel nom, Toto. Vous aurez quelques petites modifs à faire au niveau de la configuration de votre box. Si vous tapez le nom de votre box et nos IP par exemple, vous trouverez facilement un tutoriel pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Et à partir de là, en se connectant en FTP sur toto.opto.org, vous irez directement sur votre NAS depuis n'importe quel ordinateur du monde. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on n'a pas une IP fixe. Si on a une IP fixe, on peut utiliser l'IP fixe et ça fonctionne très bien. Voilà, donc pour ce qui est des partages en FTP et en SMB. Alors, juste une chose encore en SMB, j'ai eu un problème sur un des PC des enfants qui est en Windows 10. Alors apparemment c'est pas sur tous les Windows 10, mais il y a un problème de protocole. Sur certains Windows 10, le SMB1 est désactivé et il le faut, donc il faut le réactiver. Je vous mets un lien pareil sur le blog pour qui vous explique comment faire. Sur Linux, j'ai eu aucun souci ni avec Mint ni avec Ubuntu, sauf sur un sur lequel j'avais pas mal bricolé avec Samba pour essayer des choses, et du coup j'arrivais plus du tout à me connecter, j'avais dû faire des configs un peu olé olé. Le plus simple a été de désinstaller entièrement le paquet Samba, le réinstaller propre, et après tout marchait nickel. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des choses importantes à connaître. Donc vraiment allez voir mon blog si ça vous intéresse, je mets tous les liens, tout ce qui m'a servi pour arriver à résoudre les divers problèmes. C'est pas une mince affaire, mais franchement je suis pas un grand crack en informatique, j'y suis arrivé en 1 ou 2 jours avec un peu de prise de tête, mais voilà, et c'est relativement bien renseigné sur internet, donc si vous avez un souci, vous cherchez, vous trouvez normalement tout ce qu'il vous faut. Bon bah j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt. Abonne-toi!